Salut! Alors, je vais refaire parce que j'étais pas trop convaincu de comment ça s'est passé aujourd'hui avec deux personnes book relationship ici à Espace Libre. Euh, J'étais un peu, on va dire, j'étais pas préparé déjà de présenter des livres à des gens et aussi c'était un peu bizarre. Donc je vais refaire une session avec une bière, c'est vendredi soir, et la caméra de manière à faire une trace de cette activité de la Lumpen Universität. Donc vu que c'est le premier, ça mérite toujours une petite introduction. Pourquoi j'ai souhaité faire ce cycle Book Relationship parce que il y a pas mal de livres qui me traversent toujours et que m'ont quelque part ouvert des portes de perception et je pense que j'ai pas vraiment compris ce qu'il y a dans les livres, ou du moins je ne lis pas les livres réellement en attendant de intégrer pleinement les informations. C'était un peu en parcours, mais pendant mon expérience à l'université, c'était un peu un constat que j'avais, qui était celui de voir que des fois j'avais l'impression que je ne comprenais pas très bien le livre. Et j'étais toujours très content d'entendre les professeurs parler des bouquins, mais quand je les lisais, soit je suis distrait, soit je sais pas, il y a des connexions qui se font autrement. Et en même temps, j'aime bien ça parce que ça, surtout avec les livres de théorie, donc philosophie, sociologie, anthropologie, même des essais historiques. Je vais peut-être parler d'un livre sur les pirates une fois dans ces book relationship. Mais voilà, en fait, c'est que pour moi, c'est des sortes de romans de la vie réelle. C'est-à-dire que ça me donne des stimulations pour voir ce qui m'entoure différemment et quelque part construire des récits aussi avec des micro-événements de la vie de tous les jours. Et, euh, et là, pour essayer de pas trop tourner autour du pot, mais c'est un peu comme des sortes de psychotropes en fait qui me changent ma cognition de l'environnement dans lequel je me trouve. Donc j'ai beaucoup de plaisir à lire des livres de théorie, des essais, etc. Mais voilà, je suis toujours pas sûr à 100% que je capte l'information comme il se doit. Et aussi, voilà, j'ai un peu de stress en parler parce que j'ai pas non plus envie de donner des fausses informations ou dire trop de conneries. Mais c'est pour ça que ça s'appelle Book Relationship. Euh, Parce que c'est une sorte de relation qui va se faire entre ma perception et ce que le livre effectivement dit. Et à partir de là, souvent, ça me permet de euh, construire des projets artistiques et parfois le livre lui-même
n'est plus du tout en lien avec ce qui en sort. C'est d'ailleurs ce qu'il arrive bien souvent. Mais là, j'avais envie de commencer avec un peu deux livres que j'ai sélectionnés. Là, j'ai pas tout pris, j'ai pas pris tous mes livres euh, que j'ai lus, ou certains je les ai pas finis. J'ai presque autant de livres à lire que ceux que j'ai effectivement lus. Euh, Aussi, plus j'avance avec l'âge, plus je remarque que je lis de moins en moins les livres en entier, où je saute des passages, ce qui encore il y a 5 ans me semblait être en sacrilège total, et maintenant je le fais sans vraiment me sentir coupable. Quoique, lorsque je le lis en entier, quand même, j'ai un peu la conscience plus propre, parce que je me dis que voilà, ce que je vais oublier, je vais l'oublier, et je n'ai pas pris le risque de sauter des passages qui pourraient m'intéresser. Euh, pour finir cette introduction, et par rapport aux livres que je ne lis pas, mais que j'achète, en fait, j'aime bien les avoir autour de moi lorsque j'ai un logement et une chambre. Et régulièrement, je vais voir lequel je vais prendre pour me lancer dessus, pour me immerger totalement dans cet écrit. Mais ça arrive assez rarement. Et quelque part, pour moi, c'est des sortes de post-it, ou de sortes d'annotations pour me souvenir de certaines choses. Donc des fois, ça me suffit seulement de voir le titre du livre pour me souvenir de certaines choses que j'avais envie de faire, ou certaines réflexions, alors que le livre, je l'ai même pas lu. Et souvent aussi, je achète des livres pour des thématiques que je suis en train de travailler, ou auxquelles je suis en train de réfléchir par mes propres moyens. Et j'achète le livre parce que je me dis, une fois que en fait, je commence à lire le livre au moment où j'ai l'impression que j'ai déjà fait un parcours tout seul, et que maintenant j'ai besoin de me concentrer sur des sources réelles, et quitter un peu en aspect personnel, et parfois pas très correct. Mais j'aime bien mettre en relation des arguments sur des thématiques dont je ne suis pas expert, et je pense que je ne suis toujours pas expert de quoi que ce soit. Mais voilà, des fois j'aime bien revenir sur le bouquin pour préciser des choses, ou juste voir si mes réflexions étaient complètement fausses, ou est-ce que des fois ça arrive aussi que j'étais pas trop loin de ce qui est écrit, ou de la perspective qui est annoncée dans le livre. Donc j'aime aussi en guillemets, avoir une relation avec des livres que je ne lis pas, parce qu'ils arrivent à me stimuler. J'ai une petite citation que je ne dis pas de manière très correcte, parce que j'ai pas la source, et je me la souviens un peu pour ce que ça voulait dire, mais c'est, je crois, Umberto Eco, qui est un énorme collectionneur de livres, qui évidemment n'a pas lu toute sa collection de livres, et qui dit que justement aussi le livre non lu a presque une importance aussi forte que le livre lu. Plus ou moins, maintenant il faudrait aller chercher exactement, mais je crois que c'est plus ou moins ce que j'ai compris.
Donc, je pense qu'on va voir que c'est plus ou moins ce que j'ai compris, ça va être un peu le fil rouge de cette activité. Là, j'ai pris deux livres qui pour moi sont un peu en départ de ma relation avec le livre. Un qui est totalement émotionnel et l'autre qui est plus rationnel. Euh, pour vite survoler mon enfance ou mon début de relation avec la lecture et la littérature, je n'aimais pas lire quand j'étais enfant et j'ai vraiment fait tout mon possible pour éviter les exercices de lecture et autres activités liées à cette pratique. Les professeurs de langue avaient beaucoup de mal à me convaincre à lire un livre et je- j'ai un peu commencé avec la BD. Je dois dire que les Astérix m'ont, on va dire, emmené à quelque part aimer la lecture, bien que maintenant je ne lis quasiment plus de BD et ça me dit rien de spécial. J'ai eu un petit moment de gloire quand j'avais 14 ans et j'ai fini en quasiment une soirée Le Petit Prince. Et au-delà de ce que Le Petit Prince, au-delà du contenu du Petit Prince, c'était voilà une sorte comme une sorte d'exploit, comme si j'étais arrivé à surmonter une colline avec mes propres moyens et en plus en temps relativement bref. Mais voilà, après j'ai lu quelques livres. C'est vrai que j'ai jamais trop aimé les romans, ou du moins les romans qu'on nous conseillait pour les ados. Ces histoires d'ados mal dans leur peau, ou d'ados qui doivent dépasser quelque chose. Ça m'a toujours fait un peu chier. J'étais plutôt assez réceptif aux récits d'histoire. Euh, un que je me souviens, c'était les lettres de prisonniers de guerre de la Première Guerre mondiale à leur famille. Mais, mais voilà, c'était un peu une négociation. Il n'y avait pas vraiment de plaisir, c'était un peu des curiosités, mais je n'avais pas encore vraiment une ligne ou un goût par rapport à la lecture. Et ensuite, je découvre ce livre. Donc il est en italien, c'est tout simplement un livre qui parle des dandys et qui en trace des portraits qui se focalisent un peu sur le livre s'appelle Les Derniers Dandys aussi il est assez, maintenant il est un peu usé mais il était assez beau à l'époque, puis il avait ce petit chapeau orange qui m'a assez capturé. Il y a quand même une forte présence de la couverture dans le livre pour moi. Euh, je pense que je ne suis pas le seul, mais c'est vrai que la couverture, c'est souvent un peu comme une fenêtre ouverte sur le livre et un peu comme les vinyles ou les albums de musique. C'est vrai que quand elles sont bien faites, ça donne quand même un peu en avant-goût du moins de ce qu'on pourrait s'attendre à l'intérieur. Et puis bon, on lit la quatrième de couverture et avoir un peu les chapitres, etc. Mais donc là, c'est vrai que c'était un peu une couverture qui m'interpellait. Et, euh, et pour moi, ce livre, c'était vraiment une sorte de état émotionnel ou très personnel. J'ai beaucoup aimé découvrir ces vies de dandy, certaines anecdotes, certains aphorismes qui en fait m'ont ouvert un peu une sorte de
perspective par rapport à avoir une vie, une sorte d'esthétisme à la vie, de comment construire un mode de vie, etc., qui, quelque part, lorsque j'avais 16 ans, répondait à un certain besoin plus que les idoles ou les icônes qui circulaient autour de moi. Et je pense je sais pas, aux acteurs hollywoodiens, aux musiciens, disons, tout ce qui est mainstream blockbuster, qui évidemment je recevais et j'avais des goûts là-dessus, mais ça, aucun m'a vraiment, on va dire, donné cette envie d'imitation que je pense on a un peu tous lorsqu'on est adolescent, cette envie d'intégration dans l'idole ou dans l'exemple pour s'affirmer. Et donc voilà, j'ai un peu trouvé de manière abstraite dans ce livre avec les dandys, parce qu'il y a quelques photos, mais elles sont vraiment pas très contemporaine par rapport à quand je l'ai lu, donc il y a 15 ans, et c'était au début des années 2000. Donc voilà. Et je pense que je ne suis pas devenu en dandy par la suite. Ce genre de style qu'on peut encore retrouver aujourd'hui. Je sais pas si c'est les hipsters qui ont récupéré certaines choses, ou en tout cas une certaine sophistication, goût pour le luxe, ou les beaux habits, et ce genre de choses. C'est vrai que j'en suis pas complètement insensible, mais je suis pas non plus. J'ai pas vraiment développé ce côté-là, mais j'admets que l'idée quand même de chercher ou de penser à cette sorte de carapace vestimentaire par rapport à l'extérieur, je l'ai quand même intégré, mais avec d'autres codes. Et je pense que voilà, je ne suis pas le seul, mais on va dire que par rapport aux esthétiques rock'n'roll, skater, que j'ai peut-être pu traverser pendant quelques semaines, celle qui restait plus, c'est celle du dandy, mais qui est aussi plus dans l'attitude. Et, euh, et donc ce livre a été pour moi un peu une sorte de déclencheur, surtout au niveau de la vie personnelle, et je dirais en côté émotionnel. En fait, c'est très compliqué d'en parler, parce que il y a pas mal de temps, et ça a joué, et en fait c'est assez loin par rapport à aujourd'hui, donc je me reprojette un peu dans l'époque, mais voilà, c'est quand même un livre qui est une sorte, acquis une sorte de pouvoir comme ça, comme de résumé, si je devais dire euh, qu'est-ce qui me représente quand j'avais 16 ans, qui parle de rêve ou d'envie ou d'insécurité, etc. Ben, ce livre, je pense, qui est une photographie un peu de ça, comme peut-être certains se retrouvent dans un album de musique ou un autre livre, et peut-être qu'on a un peu tous, à tous les niveaux, certaines choses comme ça qui pourraient faire une sorte de portrait rétrospectif. Le deuxième livre, qui est aussi un peu fondateur, est celui-ci, auquel je voue en une sorte de culte mythologique, dans le sens qu'il a dépassé ce qui est à l'intérieur du livre, qui m'a traversé pendant 10 ans. Là, je l'ai lu il y a environ 10 ans. Et je vais peut-être commencer par comment je l'ai acheté, parce que je pense que ça doit contribuer
par rapport à ce qu'après il est devenu, par rapport à la relation que j'ai avec ce livre encore aujourd'hui, c'est que je l'ai acheté à un moment donné où j'étais à l'université, où je comprenais rien, où je me disais que je devais être en abruti total pour ne pas réussir à dépasser une première année de vie académique, que je captais pas trop les questions d'histoire de l'art et histoire du cinéma, les sections dans lesquelles j'étais inscrit. Et aussi, sincèrement, j'ai pas mal passé de temps à sortir et explorer aussi un peu le côté vie nocturne, liberté de choisir ses propres horaires, etc. Et aussi on peut explorer un peu je résumerais ce qu'est la comédie humaine. J'ai été très friand de rencontres avec n'importe qui et j'étais toujours très content d'entendre un peu leurs histoires, leurs opinions. Et ce que maintenant j'ai un peu moins de curiosité pour ça. Mais voilà, dans ce contexte-là, je sens que je rate mon année académique, et puis voilà, j'ai un peu un moment de ressaisie, et je me dis, il faut que je lise, il faut que je comprenne les choses, il faut que ça va pas suffire juste avec ce que on me donne au cours, parce que je capte rien. Donc je suis allé dans une librairie, et là, c'est toujours un peu magique pour moi, les librairies ou les bibliothèques, c'est que souvent je ne sais pas quel livre je vais acheter. Et puis bon, il y a un peu cette légende qu'il n'y a pas que moi qui dis, mais c'est un peu comme si le livre t'appelle. Et du coup, j'attends un peu quand le livre m'appelle. Ou alors, je ne me souviens pas exactement du sujet que j'ai envie d'approfondir, mais je vais dans la section qui m'intéresse. Et puis finalement, je trouve à l'intérieur de cette section une nouveauté ou une réédition ou un vieux livre qui répond quelque part à une question interne. Et du coup, je me lance dessus. Là, je me rappelle que j'ai été premièrement séduit par la couverture. C'est des Tiller Girls. J'espère que je le dis correctement. Je crois que c'est Tiller Girls. Et aussi, voilà, ça s'appelle L'ornement de la masse, essai sur la modernité weimarienne. Et en lisant un peu la quatrième de couverture, voilà, c'est quand même une zone que je connaissais un peu, disons, là, sans vouloir lire, mais il confronte Siegfried Kracauer avec Adorno, Walter Benjamin, tous des noms qui circulaient un peu à l'université, école de Francfort. Donc Kracauer a appartenu à ce qu'on a appelé l'école de Francfort, qui est toute une vague de philosophes allemands qui, la majorité ensuite, a dû fuir l'Allemagne nazie. Et aussi, ça annonce un peu une sorte d'observation par rapport à la vie moderne, ou la vie moderne de l'époque qui est en train de se mettre en place. Et ça correspond à la fois à mon envie de sauver mon année académique et à la fois à ma curiosité avoir des outils pour observer le monde qui m'entoure. Surtout que ça parle un peu de crise, de montée du nazisme. Disons que c'est juste un peu avant 1933. Donc, par rapport au contexte d'il y a 15 ans, je pense qu'il y avait un truc assez proche. On ne savait pas très bien. Disons, il y avait un peu, c'est la fin des années 90, un peu olé olé, on fait la fête et c'est un peu Beverly Hills tout le temps. Puis il y a le 11 septembre, et puis il y a un peu en chaos, il y a une crise financière qui n'est pas encore annoncée, mais on la voit venir, on ressent qu'il y a quand même un truc qui ne va pas pouvoir durer tout le temps. Et aussi, il y a une montée claire des partis d'extrême droite, donc sans vouloir faire ce genre
parallèle en disant que c'est exactement comme en 1930, mais il y a des dynamiques qui sont proches et aussi une confusion qui est proche. Donc ce livre, quelque part, répondait à la possibilité d'approfondir quelque chose et d'une manière assez rassurante parce que ça parle de choses qui sont arrivées 80 ans plus tôt et du coup il y a une certaine distance qui aussi est assez rassurante ou du moins tranquillisante qui est moins dans cette vague comme on peut avoir maintenant des fois des essais ou des bouquins sur l'époque actuelle qui sont plus que alarmistes et je pense qu'il faut être solidement bien dans sa peau et sa tête pour avoir ce genre de lecture ou alors ressentir une sorte de plaisir comme être dans l'œil du cyclone d'une sorte d'apocalypse qui semble arriver et dont nous sommes aux portes. Donc retourner 80 ans plus tôt, c'est assez, voilà, c'est assez confortable. Et donc ce livre, je dis qu'il est assez fondateur par rapport à cette volonté de, comme je disais, quelque part monstruire. C'est une sorte de autopédagogie parce qu'il n'est pas conseillé par les professeurs. Donc c'est un vrai choix et surtout ça match dans le sens que je le lis en quelques jours et j'adore lire ce livre. Là aujourd'hui j'ai lu quelques passages et finalement je le trouve assez lourd mais ça se voit qu'à l'époque j'avais aussi envie d'une certaine complexité et comme je l'ai dit avant, je n'essayais pas de me bloquer si je ne comprenais pas, mais mon objectif c'est de finir ce livre. Et donc j'ai vraiment passé au-delà de certains passages qui n'étaient pas clairs par rapport à des limites de connaissance ou des syntaxes un peu intriquées. Et du coup, j'ai aussi commencé à souligner dans les livres. Donc, c'est une pratique que j'ai toujours, qui, pour certains, est une sorte de sacrilège. Et pour moi, au lieu, c'est justement là où la relation, on va dire, elle devient évidente. Et aussi, ça me permet de retourner sur le livre presque 10 ans plus tard. Et c'est vrai qu'en relisant les passages que j'ai lus, des fois je ne comprends pas, donc j'ai repris un peu plus loin. Et aussi, je vois par rapport à une histoire personnelle, un peu comment je soulignais à l'époque. J'ai un autre livre que je montrerai une autre fois, qui date plus ou moins de la même époque. Mais justement, j'avais plutôt tendance à tout souligner parce que je connaissais rien. Donc, en fait, tout était nouveau et tout me semblait important. Donc, bien que je savais que c'était essentiel de trouver les points principaux du texte, pour moi, tout était tellement inédit que j'avais vraiment tendance à tout souligner. Et là, il y a une sorte de réaction à ça, où j'essaye de souligner seulement certaines phrases ou la passage le plus important de la phrase, ce qui donne que c'était pas encore très bien réglé, parce qu'en relisant les passages que je souligne, ben je comprends pas parce qu'ils sont incomplets. Et donc, il y a aussi un peu cette fraîcheur dans la digestion des soulignements que je dois admettre, je n'ai toujours pas vraiment mis au point. Donc, des fois, effectivement, je souligne beaucoup, puis des fois, je souligne moins. Encore aujourd'hui, je n'ai pas vraiment trouvé un bon équilibre par rapport à ça. Mais c'est vrai que je souligne un peu moins maintenant. Il y a des choses quand même pas qui se répètent, mais qui sont moins inédites, où j'ai plutôt envie de dépasser certaines parties du chapitre pour arriver vraiment, on va dire, sur la fin du chapitre, quand beaucoup d'auteurs résument un petit peu ce qu'ils ont dit au départ, donc ça permet de souligner un petit peu moins. Mais j'ai pas vraiment encore de règles par rapport à ça.
Mais donc ce livre est aussi pour moi très principal, parce qu'il y a certains chapitres que je pense que j'ai pas très bien compris, ou du moins j'ai pas compris exactement ce qu'il voulait dire, dans le sens que si je répétais à quelqu'un qui n'a pas lu ce livre ce que j'en retiens, je ne suis pas sûr que si la personne lisait le livre, retrouverait tout ce que je lui dis. Et, euh, et c'est là où je parle de relations, justement, c'est que presque les passages que j'ai soulignés, c'est quasiment l'état premier d'une idée ou d'une réflexion par la suite qui s'est développée par elle-même. Mais j'ai quelque part un point de départ fixe. Et c'est assez étrange parce que le livre même parle de ce genre d'événements par rapport à ce qui est l'idée. Donc il parle de l'idée et de comment l'idée est traitée par un individu et comment ensuite elle est appropriée par un groupe. Évidemment, ça parle un peu de montée du nazisme ou de totalitarisme, mais aussi de manière plutôt générale de la collectivité, du groupe, qui parfois va s'inspirer d'une idée qui est totalement dénaturée par la suite, et que même des fois l'auteur ne reconnaît plus en tant que la sienne. Donc là, je fais un peu mon savant, mais c'est parce que j'ai relu ce que j'ai souligné aujourd'hui et quelques passages pour contextualiser le tout. Donc là, on va dire, je dis pas trop de conneries, mais il y a un chapitre auquel je pense très souvent. En fait, je trouve que ce livre aussi, il a encore aujourd'hui son mot à dire par rapport à ce qui nous arrive et à la lecture du monde contemporain. En exemple, il parle de la photographie et du fait que la photographie, imprimée sur des magazines de papier glacé, donne cette impression que tu peux aller en Égypte ou que tu peux voir le tigre blanc ou plein d'autres reportages, etc. Et il parle justement de cette connaissance non empirique du monde où tout le monde a une idée de la forme ou de certains détails des pyramides d'Égypte, mais il n'y en a pas beaucoup qui en été. Et je pense que cette idée peut être un peu remise à jour par rapport à ce qui est arrivé avec Internet. Et comme je disais, je l'ai acheté il y a 10 ans. Donc il y a 10 ans, Internet n'était pas encore... commençait à avoir vraiment une grande présence dans nos vies. Mais je crois que YouTube existait depuis un an. Et donc il y a un peu cette chose surtout qui après est venu avec Wikipédia, cette possibilité d'avoir vraiment une espèce de connaissance élargie du monde qui est beaucoup déconnectée par rapport à une connaissance corporelle ou empirique. Et donc, voilà, dans la confusion de l'époque dans laquelle moi j'étais, parler de la photographie et des magazines m'a permis de commencer à savoir aussi un peu ce qui se passait à l'intérieur de moi avec Internet. Et évidemment, j'ai rien contre Internet et j'adore voir des tutoriaux ou même des fois me balader sur Google Maps, etc. Mais c'est intéressant d'aussi voir que voilà, c'est une sorte de connaissance, presque comme s'il y avait on pourrait dire une zone du cerveau de la connaissance abstraite ou non corporelle. Et ce livre voilà, parle de ça par rapport à l'époque des premiers magazines photographiques. Il y a un autre chapitre qui m'a... Il y en a plusieurs, mais il y a un autre chapitre qui me revient assez souvent à l'esprit, et je crois qu'il s'appelle... en tout cas, je me le souviens comme ça, mais je suis pas sûr que ce soit le titre...
exact, et je sais pas pourquoi j'ai toujours retenu le, le nom du chapitre comme ceux qui attendent de croire. Et je pense que voilà, c'est déjà une première dénaturation du contenu du livre. Mais là, je regarde juste. Voilà, non, en fait, il s'appelle Ceux qui attendent. Ceux qui attendent. Et voilà, moi j'ai ajouté presque pour m'en souvenir un petit peu par rapport à ce qui se passe dans le chapitre, ceux qui attendent de croire. Et là, je ne l'ai pas relu aujourd'hui dans le détail, mais du coup, je rentre dans ce que j'en ai retenu et ce que, quelque part, j'ai commencé à interpréter moi-même. Donc, une sorte de relation, voilà, où je m'imagine des choses par rapport à l'origine du livre. Et donc, ceux qui attendent de croire, il me semble que voilà, le chapitre parle un peu une sorte de cynisme ambiant, de gens ça parle aussi un peu de spiritualité, ce qui m'intéresse, mais justement, il parle un peu des gens athées qui savent plus sur quoi vraiment se poser. La science aussi, un peu ce positivisme de la science à l'époque, mais en même temps, ça crée quand même un vide dans la vie quotidienne, etc. Donc, il décrit un peu ce genre de couche de personnes qui, à un moment donné, en fait, à l'intérieur de cette attitude de rejeter toute explication et les religions et tout ça, à un moment donné, sont convaincus par une idée, et vu qu'ils sont convaincus aussi du fait qu'ils sont difficiles à convaincre, ils se radicalisent et deviennent presque pires que ceux qui y croient à ceux auxquels leur conscience a convaincu ou leur éducation. Donc il y a un peu ce mouvement que je trouve intéressant et encore assez actuel. J'ai peut-être envie de lire en passage, mais là je ne le retrouve plus, donc tant pis. Mais c'est 10 pages, hein, donc là je résume aussi, mais c'est assez intéressant justement qu'il parle déjà un peu de cette montée des extrémistes à l'époque, qu'on connaît bien avec les nationalistes, etc. Mais voilà, il dit, sans le dire vraiment, donc là c'est un peu une interprétation personnelle, mais c'est un peu comme s'il y a une sorte de désenchantement dans les années 20 qui pousse les gens à rien croire, à avoir une certaine fierté, en guillemets, à ne pas se faire avoir par un régime de croyance. Et au final, ils n'attendent rien d'autre d'être convaincus. Et au moment où ils décident de suivre un régime de croyance, ben, ils vont être des fervents défenseurs de ça. Donc aujourd'hui, on parle de radicalisme. Dans le livre, il n'y a pas ce terme, mais on peut supposer que c'est un synonyme un peu de ce mouvement de conviction de ceux qui attendent. Et c'est vrai que ce chapitre m'avait beaucoup marqué à l'époque, et je m'en souviens encore, et il est assez présent. Alors là, je vais faire un truc que je peux pas faire, mais je vais fumer à l'intérieur, et je m'excuse avec les personnes qui gèrent cet espace, parce qu'en principe, je suis pas censé fumer à l'intérieur, mais si je coupe maintenant la caméra, il faut que je fasse du montage, et ça me prend toute la nuit. Donc il y a un peu un compromis technique à faire. Et je rassure, c'est pas une habitude, c'est juste parce que là je suis en plein vidéo, et j'avais envie de fumer une cigarette. Donc il y a un autre... oui, donc ce chapitre, ceux qui attendent, c'est vrai que ça m'a toujours permis quelque part d'aussi être méfiant par rapport à moi. Parce que aussi, il y a, je pense, cette tendance, en tout cas, je la vois chez moi, mais j'espère que je ne suis pas le seul abruti du village, qui fait qu'à un moment donné, on se dit, tiens, ça j'ai envie d'y croire, et puis j'y vais à fond, et puis il y a une sorte d'aveuglement comme ça,
Et c'est là où aussi je ressens, c'est comme on peut relâcher la tension à un moment donné, on se dit, bon là j'y vais, quoi. J'ai tellement attendu qu'un truc me semble sensé dans ce monde que maintenant j'ai plus envie de me remettre en question. Voilà, j'ai fait mon choix. C'est une sorte de mariage intellectuel avec une idée. Et voilà, donc en fait ce chapitre et le souvenir de ce chapitre fait que je remets en question on va dire des sortes de régimes de croyances auxquels je peux croire de temps en temps. Maintenant, j'ai pas tellement envie de parler de ce à quoi je crois ou pas, mais pour le dire brièvement, je n'ai pas d'idée fixe sur la perception de ce monde et de cet univers. Et j'aime bien explorer différents types de constructions logiques de ce qui m'entoure. Et donc je fluctue. Donc peut-être je suis encore en train d'attendre. Et un jour je me réveillerai en tant que radical d'une certaine idée. Mais j'espère pas. Il y a un autre chapitre qui m'intéresse, que j'ai relu, et qui effectivement ne parle pas vraiment de ce que j'ai retenu. Il y a quand même un passage qui fait que dans le chapitre il y a ce passage, et puis après je suis parti un peu de mon côté, mais ça parle de Kafka et d'une édition de recueils de Kafka qui n'ont pas été publiés pendant son vivant. Il y a cette histoire du chien savant qui remet un peu en question la vie, la société, la civilisation dans laquelle les chiens se trouvent. Maintenant, j'ai pas vraiment retenu un peu cette position messianique ou très individuelle par rapport à la question de l'ensemble. Je la vois pas comme justement un truc messianique. Je pense qu'on peut être tous en chien savant à un moment donné. Et on peut l'être plus ou moins longtemps, ça n'oblige pas voilà, qu'il y ait un seul élu, etc. Mais le livre parle d'un chien savant qui remet en question un peu les codes et la civilisation et les habitudes de celle-ci. Et donc, il y a un passage qui m'intéresse parce que justement, il dit que les générations précédentes font des choix et donc c'est comme s'ils bifurquent dans un chemin et que de leur vivant, ils voient toujours la bifurcation. Ils se disent quand même qu'ils sont peut-être pas en train d'aller dans la bonne direction, mais quelque part, ils projettent sur le futur, sur les générations futures, le fait que ces générations futures vont pouvoir arranger leur bifurcation qui n'était peut-être pas aussi juste parce qu'ils voient encore le moment où le chemin se bifurque, ils voient aussi encore l'autre alternative, mais ils se disent bon, ça va s'arranger. Et quelque part, ça parle un peu je pense que Krakauer parle de ça par rapport au positivisme scientifique de l'époque. Mais du coup, ce passage me traverse toujours parce que voilà, il y a un peu cette idée de pas vraiment d'un retour en arrière nostalgique et Krakauer le dit bien et il dit aussi que Kafka n'est pas là-dedans, mais dans cette idée, si on avait fait autrement, comment ça serait? Est-ce qu'on peut retourner autrement? Il y a aussi un côté un peu de fierté de se dire attends, là on est en train d'aller dans un truc, on va pas toujours penser que ceux après nous vont pouvoir arranger un chemin qui peut-être n'est pas tellement juste. Et donc moi ça me fait penser un peu à des théories de décroissance ou alors sur un régime plus fictionnel, à des sortes de spéculations du présent qui me stimulent, qui m'amusent aussi. Par exemple, je pense au mouvement steampunk qui justement suppose
continue dans une sorte de mécanisation qui marche avec les machines à vapeur et je pense qui évite justement ce qui est l'énergie nucléaire et ce genre d'énergie contemporaine. Et donc, voilà, c'était un chapitre qui pour moi m'a aussi ouvert ce genre de réflexion et du coup m'a poussé à m'intéresser à ce que peut être le steampunk sans devenir steampunk moi-même. Disons que probablement je n'attendais pas le steampunk pour en être convaincu à 100%. Mais pour revenir et finir aussi avec là où je voulais en arriver, c'est-à-dire arriver quand même à une digestion de bouquins pour quelque chose qui s'apparente à une pratique artistique, c'est que ça m'arrive assez souvent de réfléchir en ce sens pour quelque part m'extraire d'une logique contemporaine qui en fait me permet aussi de la voir et m'amuse aussi, c'est-à-dire que peut-être je vais me dire je vais pas vivre avec en me déplaçant en voiture et en train pendant un mois ou 2 mois. Et donc je vais vivre cette expérience qui va créer des situations, une expérience qui va au final me permettre j'espère, des fois après je fais l'expérience sans que ça permette vraiment de produire quelque chose, mais on va dire que j'arrive à avoir une idée pour une production qui soit parle dans l'aspect de la mobilité d'aujourd'hui, parce qu'en n'assumant plus dans les codes auxquels nous sommes habitués, il y a quelque chose finalement qui ressort, ou alors il y a un plaisir à quelque part inventer un système de mobilité qui fait que ça produit quelque chose et que j'ai envie de partager ce genre d'expérience. Donc pour finir, l'ornement de la masse de Siegfried Kracauer est une sorte de socle sur lequel je pense, et c'est pas arrivé, j'ai pas fini le livre et fait cette conclusion, donc là je la fais un peu à 10 ans d'écart, mais justement ça m'a créé une sorte de perspective et de point de vue, d'observation par rapport à ce qui m'entourait. Et ensuite, voilà, j'ai fait un parcours où je me suis lancé dans des pratiques artistiques et du coup ça en fait partie. À l'époque j'étais encore étudiant au cinéma et ça m'a aidé à observer les films ou le contexte des films, ce genre de choses. Donc quelque part j'ai envie de dire que ce livre ne sert pas à devenir artiste ou ne m'a pas servi à devenir artiste, et c'est juste qui m'a l'air encore actuel par rapport à ce qu'on peut avoir, et je pense qu'on peut l'avoir à chaque époque, et surtout autour des 20 ans, d'une sorte d'envie de saisir le monde et de le comprendre. Et la différence de certains livres sur la vie médiévale ou peut-être même de la modernité qui ne sont plus actuels, qui donnent sûrement des inspirations comme ça, mais celui-là il m'a l'air encore du registre d'une certaine lucidité. Et donc voilà, j'ai cette relation avec ce livre qui dure depuis 10 ans, et je suis content d'avoir eu le temps et l'occasion de reprendre certains passages et de revoir aussi quel a été le chemin que j'ai fait en me séparant de la source. Mais voilà, donc ça c'est l'histoire de cette relation. Et puis par rapport au dandy, j'ai voilà, une relation plutôt sentimentale d'une époque
mais peut-être que par rapport à ce qui m'intéresse dans la pratique artistique, etc., il y a quand même mon côté vie, œuvre d'art qui me plaisait et qui me plaît toujours avec le dondisme, que justement, comme je disais, je ne la placerai pas sur une sophistication à l'excès, mais il y a quand même un côté un peu, et je finirai là-dessus, qui me fait penser à cette citation de Robert Filiou que j'adore dire, donc je ne vais pas m'en priver, que l'art est ce qui rend la vie meilleure que l'art. Et donc voilà, quelque part, je continue d'une certaine façon à aimer, ou même en dehors de présentations publiques, j'ai des sortes de petits, je dirais, tocs esthétiques, comme par exemple lorsque je conduis, j'aime bien préparer une playlist qui va me provoquer une sorte de changement de perception, ou va créer une sorte d'atmosphère, et donc me plonger dans quelque chose qui n'est pas forcément de l'ordre du réel au 100%, mais une sorte de mise en scène du réel. Et je pense et je suppose que quelque part ce livre sur les dandys m'a inspiré ce genre de comportement qui, au fil des années, s'est ensuite développé de manière autonome et personnelle. Donc voilà, merci pour avoir écouté. Si vous avez écouté tout, chapeau. Et on se voit pour d'autres vidéos. Il y en a plusieurs, mais on va voir la semaine prochaine avec cette activité de la Lumpen Universität Book Relationship. J'ai parlé d'autres livres qui sont en lien avec ma pratique et en lien avec ma perception du monde. Et j'espère que j'arriverai à en parler de la manière la plus généreuse possible pour vous transmettre la relation que j'ai avec eux et le plaisir que j'ai d'y penser et de les voir et de les reprendre, de les tripoter, de les avoir autour de moi. Et voilà, et puis des fois quand je suis un peu plus... j'ai quelques verres de plus dans le nez, ça m'arrive d'en parler beaucoup plus de manière animée en soirée, mais voilà, là je suis avec une caméra et une seule bière, donc c'est sorti comme ça. Et merci pour votre attention et